Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Annabelle et Jérémy. Annabelle et Jérémy sont deux jeunes militants, très actifs sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ils produisent et diffusent des contenus afin de sensibiliser et d'alerter sur les thématiques liées à l'écologie, au racisme environnemental ou à l'afroféminisme. Lorsqu'ils se rencontrent en ligne, ils constatent qu'ils subissent en tant que personnes racisées la même invisibilisation et les mêmes discriminations de la part du mouvement écolo, qui a jusqu'ici échoué à décoloniser sa pensée. Nous, on veut un changement radical dans la façon de gérer l'écologie et d'en parler et de lutter, en fait. Avec la militante Cannelle, il réalise un reportage en Martinique, au cœur des luttes sociales et écologistes, largement inconnues de la France hexagonale, à la rencontre des acteurs et actrices de l'écologie caribéenne face au système capitaliste et colonialiste. Permettre aux premières personnes concernées par des oppressions de définir les stratégies de lutte, ça serait déjà un pas énorme. Nous avons parlé des discriminations que produit le mouvement écolo français, de lutte et d'action, de leur documentaire Décolonisons l'écologie et notamment du combat contre la pollution au chlordécone dans les Antilles françaises. Annabelle et Jérémy, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous aimez vous présenter, chacun ? Tu veux commencer ? J'y vais. Alors, je suis militant, avant tout. C'est ce qui compose, on va dire, 90% de mes journées. Je suis l'heureux co-réalisateur avec Annabelle et Cannelle d'un reportage qui s'appelle Décolonisons l'écologie. C'est à peu près tout, militant pour une écologie décoloniale. J'ai un compte Instagram à côté où j'aborde ces sujets-là avec d'autres. Mais globalement, je pense que ce qui compose à peu près mes journées en ce moment, je crois que c'est ça. Hein. Alors c'est mon tour. Alors Annabelle déjà, et moi à la base je suis vidéaste principalement sur YouTube et aussi je suis beaucoup sur Instagram, afroféministe, militante aussi écologie décoloniale et aussi heureuse co-réalisatrice du documentaire Décolonisons l'écologie. Comment vous en êtes arrivé là ? Est-ce que y a eu des moments un peu charnières dans vos parcours qui ont fait que vous avez eu des switches intellectuels J'en ai un qui est que je suis né asthmatique en fait. Donc forcément les sujets liés à la pollution atmosphérique, tout ça m'a touché très vite et très tôt et j'ai dû comprendre pourquoi je faisais des crises d'asthme. Pour comprendre pourquoi j'ai été dispensé de sport quand il y avait des pics de pollution, ce genre de choses. Donc ça m'a rapproché très vite du milieu écologique quoi. Après évoluer sur la pensée décoloniale en matière d'écologie, ça se fait beaucoup plus tardivement, parce que j'ai pas grandi dans un environnement familial où on abordait ces questions-là. C'est quelque chose d'assez tabou, en fait. Quelque chose qu'on a dans le déni, hein, quand même, l'histoire coloniale française, même dans les populations afrodescendantes parfois. Toi, ta famille vient d'où ? De Martinique, mon père vient de Martinique, ouais. Donc ça arrivait beaucoup plus tard, ça s'est renforcé, ancré, ça s'est beaucoup plus manifesté avec Cannelle et Annabelle, le fait qu'on se retrouve ensemble et qu'on constate les mêmes discriminations, la même invisibilisation, et davantage pour elles d'ailleurs. Et vous êtes connus en ligne ou Sur les réseaux, ouais. Ouais, sur les réseaux. Donc voilà, ça s'est fait en cheminant quoi et en découvrant que j'étais pas seul dans la manière dont je vivais ces discriminations là et quand tu te rends compte que c'est quelque chose de collectif en fait, le racisme typiquement, parce qu'on le vit tous dans nos chairs, mais quand on se rend compte putain ouais on est tous à vivre ça, tu te dis ok faut s'organiser, faut faire quelque chose, on peut pas rester inerte, sinon on se morfond, on se fait du mal. Moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que très tôt, on m'a éduqué à l'écologie, très tôt, j'ai une éducation un peu spéciale qui était très différente de la plupart des gens. Et du coup, très jeune, j'étais très, très conscientisée. J'ai pas de souvenir de moi qui sait pas du tout ce que c'est que l'écologie alors que j'étais vraiment toute petite. Et t'as grandi où ?
Bah là chez moi, enfin Ok. dans le 94, D'accord. enfin comme tout le monde un peu, mais juste c'est mon père qui était très 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 renseigné, mais plus d'un côté santé, faut pas qu'on mange ce qu'on nous vend dans les supermarchés, faut faire attention, etc. En gros, on nous empoisonne, faut faire gaffe. Donc d'abord c'est parti de là, et puis ouais mon père en fait était très critique sur la société de manière globale, et donc j'étais très très jeune conscientisée sur tous les sujets. Et du coup ouais c'était la suite logique. Moi c'était j'étais toujours celle qui disait non mais ça c'est de la merde, fais attention. Enfin ça faisait chier tout le monde un peu quoi. Et donc moi c'était très oui mais tout le monde faut qu'on fasse tous des choses et tout. Et un jour j'ai compris que j'étais une femme. Après j'ai fait ah bon, ah ouais c'est dur un peu. Après je me suis dit ah ouais en fait je suis pas blanche non plus. Ouh ça commence à faire beaucoup hein. Et en gros à la base moi je voulais être photographe et donc je me suis un peu perdue là-dedans. Je me suis rendu compte que le milieu de la photo était un milieu raciste et sexiste et bien misogyne aussi. Puis j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et à la base, moi, j'étais partie sur du lifestyle conscient. Et c'est ce que je fais toujours d'ailleurs. C'est en gros, le but, c'est de vivre, mais de façon à nuire au moins de personnes possible. Que ce soit d'un point de vue humain, que d'un point de vue matériel, etc. Donc à la base, c'était ça. Et ouais, donc moi, j'étais extra invisibilisée sur les questions d'écologie parce qu'il y a très peu de chaînes YouTube, en fait, qui parlent de féminisme et d'écologie sur YouTube. Je suis une des plus visibles, en fait. Et pour autant, j'étais appelée nulle part, contactée nulle part. Je voyais des gens prendre la parole ici et là, des personnes qui me ressemblent pas, des personnes qui viennent pas du même milieu que moi, enfin des personnes qui viennent de milieux bourgeois, blancs, enfin privilégiés. Je me disais mais il y a personne qui me ressemble qui parle. Mais personne m'appelait non plus. Donc je me disais mais en fait quand est-ce qu'on va avoir des filles qui me ressemblent dans ces milieux, quand est-ce qu'on va avoir des filles qui me ressemblent, qui vivent ma réalité dans ces milieux, et ça me frustrait. Et en fait, je criais toute seule un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, je faisais des explications, j'essayais un peu d'interpeller les gens, ou bien j'en parlais en fait ouvertement. Et je me sentais extrêmement seule dans ce milieu, vraiment tu te seule. proposais, toi, tu te rendais visible, j'imagine. Ouais, moi, je m'exposais sur les réseaux sociaux. Moi, Ouais. ça fait 4 ans que je suis sur YouTube et que Ouais. je parle d'écologie et que je parle de féminisme, etc. Donc moi, je le voyais. En fait, ça fait 4 ans que je le vois, que je le perçois, que je le subis, cette invisibilisation. Et en fait, un jour, je découvre le compte de Jérémy et je dis, bah attends, on est au moins, je dis, on est au moins 2 là. Et on est au moins 2. On se connaît pas. Et et voilà, et je me suis dit, on se connaît pas, et j'ai trouvé ça fou. Et du coup, je lui ai envoyé un message, en fait. C'est moi qui ai commencé à lui parler, lui dire, mais attends, c'est un truc de fou. Et en fait, au bout d'un moment, lui, il parlait justement de racisme au sein de l'écologie, de racisme environnemental. Moi, de mon côté, exactement la même chose. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, là, il y a un truc, là, c'est pas possible. En fait, on peut pas crier chacun de notre côté. Et donc voilà, donc ouais, pareil, moi, ça s'est fait vraiment dans la suite logique. C'est en fait, au fur et à mesure que je me découvrais, je découvrais à quel point le monde il était super injuste et enfin pourri en fait. Il y a un événement récent qui me montre à quel point t'as été invisibilisé, où on a préféré m'inviter moi que ouais. Il y a j'ai oublié le nom de l'événement qui devait se tenir mais qui s'est pas tenu parce que Covid. Covid. Un événement qui se dit ouvertement en grandes lettres écoféministe, Ouais. qui devait organiser une table À ronde Paris. à Paris, Ouais. et qui a préféré m'inviter moi qu'inviter Annabelle. C'est-à-dire que c'est ridicule. Sachant que si la personne me connaît moi, elle connaît forcément Annabelle parce que bon, on travaille ensemble, on travaille ensemble, voilà. Et donc on a été un peu sur le cul quoi je comprends pas quoi. Et c'est un événement écoféministe quoi, donc c'est une table ronde pour parler de radicalité et tout. Sans femmes noires, sans femmes racisées, sans femmes racisées tout court, mais c'est hallucinant, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Ouais, non parce que, enfin, on va en parler, mais au-delà, en plus de l'aspect racisme, rejet des personnes racisées ou des femmes racisées dans les milieux écolos féministes, il y a aussi un classisme qui est évident, c'est-à-dire que je pense qu'on s'en rend compte. Enfin là, je discute tout ça, mais quand je parle, j'ai beaucoup de tics de langage, j'ai une façon de m'exprimer qui n'est pas, enfin, qui fait pas partie des codes des personnes qui sont dans les milieux écolos. Enfin, quand tu vois les comptes Instagram ou les militants ou les gens qui prennent la parole et qui sont invités, etc., ils ont pas du tout les mêmes codes sociaux que moi. Et je pense que ça se ressent. C'est-à-dire qu'il y a le racisme, il y a le sexisme, et puis il y a le classisme. Donc ça commence à faire beaucoup. Je pense que le rejet, il vient de plein de parts, en fait. C'est plusieurs discriminations qui se... Intersection. Exactement. Exactement. Et est-ce que tu penses qu'il y a des... Enfin, vous pensez qu'il y a des personnes qui seraient potentiellement ou vraiment super intéressées par les sujets, les problématiques écologiques, mais qui en fait qui ont d'autres priorités à gérer que, par exemple, typiquement le racisme, quoi, ou d'autres, mais ou grave. le féminisme. Grave. On avait fait une interview à un moment, je sais plus comment ça s'appelle, le média, où justement j'expliquais que le nombre d'afroféministes qui s'intéressaient de près ou de loin à l'écologie, mais en fait qui ont des urgences
Quotidienne. beaucoup plus. Enfin, je veux dire, quand tu sais même pas comment te loger, quand tu sais même pas comment payer ton loyer, quand tu sais même pas comment déjà faire face à ton patron qui tous les jours te met une pression, quand tu peux même pas aller au travail avec tes cheveux naturels. Enfin, genre, il y a des moments où, en fait, moi, quand tu viens m'expliquer, et puis c'est pas ça, c'est qu'il y a il y a d'autres priorités. Deux, ce qui est mis en avant dans les luttes écolo, c'est faites des efforts au quotidien, rangez ci, faites comme ça, achetez des Tupperware, machin et tout. Et en fait, t'as envie de le dire, mais mon Tupperware, je m'en fous, en fait. Là, moi, j'ai un taf. Ce matin, je vais au taf. Ce soir, je rentre. Et il y a ça. Et le fait aussi que ça s'est beaucoup fait. Enfin, ça se fait beaucoup dans les milieux écolos. Mais là, c'est surtout sur les réseaux sociaux. Mais au quotidien, quand on parle écologie, on s'imagine faire du zéro déchet. On s'imagine réduire ses dépenses, machin. C'est un truc qui a été... Enfin, littéralement, moi, j'appelle ça du vol. C'est du vol pur et simple des personnes précaires. Préparer sa bouffe la veille, en faire des grosses quantités et mettre des Tupperware pour faire des conservations, pour pas gaspiller. L'anti-gaspillage. Enfin, on n'appelle pas ça l'anti-gaspillage, on appelle ça manger. On met des mots à l'américaine sur des trucs, on appelle ça... Non, mais c'est des trucs, genre... Enfin, à un moment, j'avais fait cette remarque, j'avais dit, mais en fait, mettre de l'eau dans le shampoing, c'est pas vous qui l'avez inventé. Genre. C'est des trucs... Tu m'expliques des trucs, ça fait 15 ans que je le fais, j'appelais pas ça de l'écologie. J'appelais ça être logique, avoir du bon sens, ne pas gaspiller, mais j'appelais pas ça faire de l'écologie. Donc, voir des blanches bourgeoises qui viennent te dire, en fait, faut faire attention, hein. Et toi, là, t'as mangé 3 kilos de viande, au lieu de manger 2 kilos de viande, machin. Regarde mon compte en banque, regarde mon milieu, regarde le nombre de fois que je suis partie en vacances et viens comparer ton bilan carbone avec moi. Après, tu viens discuter. C'est-à-dire, il y a aussi, à un moment, c'est ça, on a pris l'avion pour faire le reportage. Il y a une personne qui a pris l'avion 15 ans de sa vie, 30 ans. À 32 ans, il a décidé qu'il fallait arrêter de prendre l'avion. Moi, je l'ai pris une fois dans ma vie, mais il vient me dire à moi, l'avion, c'est pas bien. Mais viens voir, compare le nombre d'allers-retours que t'as fait, viens me voir, tu vois. En fait, on se rend compte que là, plus nous, on s'expose à parler d'écologie décoloniale ou d'écologie populaire, Puis on va vous reprendre sur Exactement. dès qu'on peut, en fait. Exactement. Et on se rend compte que voilà, le mouvement écolo français et certaines bourgeoisies, quoi, et on a l'impression, une bourgeoisie blanche d'ailleurs, et on a l'impression que ils découvrent enfin que cette classe, cette CSP-là, a une lutte. Ça y est, ils ont une lutte. Alors que nous, on lutte depuis des années pour quoi que ce soit, l'antiracisme, les problématiques sociales, etc. Nos existences sont déjà des luttes, et on a une classe privilégiée qui découvre que on va enfin pouvoir lutter pour quelque chose, parce que peut-être que dans 50 ans, on va subir des canicules encore plus sévères qu'on les subit aujourd'hui. Sauf que voilà, nos populations, en tant qu'afro-descendants, les conséquences du réchauffement climatique les subissent depuis des années. Les conséquences du colonialisme depuis des centaines d'années, et de l'esclavage encore et toujours. Et donc, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir enfin une lutte qu'ils peuvent s'approprier, vont nous faire la morale sur des choses sur lesquelles ils peuvent nous attaquer, les petits gestes, etc. Simplement parce que ils ne veulent pas s'en prendre à un modèle qui est systémique parfois, parce que ça supposerait aussi de remettre en cause leur propre ordre qui les met sur leur piédestal, quoi. Et ça, c'est quand même le cœur du problème qu'on a. Je connais pas les autres pays, mais pour ce qui est des États-Unis, où les mouvements des droits civiques aux États-Unis et le racisme environnemental ont été liés très tôt, quoi, dès les années 70-80. C'est une chose qui s'est pas passée en France, parce qu'on est, il y a toujours un profond déni de l'histoire coloniale française, hein, qui ne reconnaît pas son histoire coloniale. Enfin voilà, on est tous citoyens du monde, l'universalisme à la française. On voit pas les couleurs. On voit pas les couleurs. Ça, on les voit jamais, quoi. On peut être bleu, jaune, violet. C'est clair. Non, ça c'est hallucinant, quoi. Donc ouais, il y a vraiment ce déni-là, et je pense que c'est l'impasse dans lequel se trouve le mouvement écolo, qui n'a toujours pas décolonisé sa pensée aujourd'hui, je pense. Et est-ce que ça vous coûte d'avoir pris la parole dans ces milieux-là, le milieu écolo? Ça vous a coûté, je veux dire, mentalement, en énergie? Ça nous a coûté une première fois où on a gueulé toutes les trois pour dénoncer le racisme dans le mouvement écolo. C'était cet été, là. Ouais, c'est ça. Et on nous a accusés de diviser le mouvement. On nous a, les gens qu'on a visés, hein, pour le coup. J'étais trash. Voilà, que t'étais trash, donc on s'est dit, wow, ok, il y a et à la fois, ça a aussi rassuré des gens qui se sont retrouvés dans nos discours en disant, mais en fait, je me rends compte que depuis des années, je suis des comptes écolo blancs, mais moi non plus, je voyais plus les couleurs à la fin, tu vois, je pensais que c'était normal. Et des gens qui voulaient aussi s'investir dans des problématiques écologistes, quoi.
et qui se sentaient pas légitimes de le faire parce qu'il y avait pas des gens qui leur ressemblent dans ce milieu-là, quoi. Mais je pense que c'était un peu un mélange des deux parce que c'était à la fois fatigant à faire parce que voilà, on a bien vu les réactions, etc. Mais en même temps, ça a été hyper ouais, mais tu sais, genre un soulagement parce que moi je dis ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 4 ans que je dis rien et que je me suis auto-persuadée que c'est dans ma tête, hein. C'est-à-dire que moi ça faisait je sais pas combien, je me dis mais non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, c'est parce que tu vois pas bien, c'est parce que t'as pas compris, c'est parce que moi pour ma part, c'est parce que tu travailles pas assez, c'est normal que personne te voit, pour moi je m'auto-persuadais à chaque prise de parole, à chaque contenu que je voyais, je me disais non. J'ai pas compris. Dans un mois, dans un an, ça va venir. Et donc, le moment où je me suis dit, ok, non, j'ai compris. C'est bon, d'accord. J'ai bien saisi. Du coup, en fait, le fait de faire de prendre la parole sur ce sujet, ça a été un soulagement et ça a été aussi une preuve. En fait, je me suis dit, ok. Là, on a, au vu des réactions des premières personnes concernées, j'ai compris pourquoi ça faisait autant de temps que le sujet était invisibilisé. J'ai compris pourquoi ça n'avançait pas. J'ai compris pourquoi on était autant boycottés. J'ai compris. Et j'ai dit, bon, au moins, c'est visible. Le rejet, il est visible. Et on peut plus dire c'est dans ta tête. Voilà. Est-ce que, quand même, vous avez l'impression que ça a évolué un peu ces derniers temps? Faut que je réponde? Non. En fait, je dirais que, voilà. Moi, je trouve que ça évolue pas assez. J'ai l'impression, juste, quand même, que ça bouge. Ça bouge quand même assez vite pour certaines personnes, mais que, dans le fond, il y a des résistances, des barrières mentales assez fortes qui persistent. C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé d'écologie décoloniale. Oui, mais alors, moi, j'ai un argument contre ça. En fait, l'autre, c'est que oui, ça bouge, mais à quel prix? Parce que à quel point on crie? Depuis quand on crie? Je veux dire, c'est logique que ça bouge dans la mesure où on l'a imposé aux gens. C'est pas genre, ah, mais oui! Non, c'est, oh là là! Punaise, si on se bouge pas le cul maintenant, là, ça va commencer à se voir. Ah, mais regarde, ils nous attendent au tournant. Ils balancent à chaque fois qu'on fait un truc. Ils sont derrière nous. On est les prochains. Moi, je sens la tension de. Non, mais c'est vrai. Moi, je sens que c'est une pression, en fait, qui s'est inversée. C'est-à-dire que nous, on était là à se restreindre. Et en fait, le jour où on a dit, c'est fini. Là, les gens, ils bougent. Mais ça bouge parce que si demain on se tait, hop, retour à zéro. C'est parce qu'on s'impose partout, c'est qu'on impose notre discours, on est obligé. C'est une guerre, comme dirait Assa Traoré, c'est une guerre médiatique. Ça bouge pas parce que regardez, on peut pas venir nous voir et nous dire regardez, ça change. C'est nous on vient vous dire regardez, ça change parce que nous on vous a imposé le sujet, parce que nous on est en boucle, parce que nous on force. C'est au prix de notre labeur en fait. Hein. Il faut prendre sa place, quoi. Ouais, et puis même si le sujet, c'est vrai qu'on entend, voilà. Le colonialisme est quelque chose qui est en train de revenir dans l'agenda médiatique. C'est à la fois sur l'écologie décoloniale, il y a le mouvement BLM, il y a ces sujets-là sont médiatisés entre guillemets et parfois sont très maltraités, mais il y a un sujet, quoi. Maintenant, dans les faits, c'est-à-dire que c'est ça aussi ce qui diffère peut-être des gens qui produisent des contenus engagés, certes, mais qui ne sont pas forcément militants. Quand t'es militant, on attend des traductions dans le réel. C'est-à-dire, est-ce que nos conditions de vie ont évolué? Est-ce qu'elles ont changé? Absolument pas. On revient du reportage en Martinique. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Alors, on parle tous d'écologie décoloniale, mais on attend. Qu'est-ce qui se passe en Martinique? Où sont les plans de dépollution du chlordécone? Où sont les plans pour ou le soutien aux militants aussi, ou le soutien aux militants qui se prennent une répression judiciaire et policière sans précédent, voilà. Donc dans les faits, et même sur le racisme environnemental en France même, rien n'a bougé. Enfin, on sait tous comment nos banlieues sont aménagées, on sait tous qui y vit, qui sont les personnes les plus précaires, qui sont les premières victimes de ce racisme environnemental en habitant à côté d'un périphérique ou de décharges de produits toxiques. Même la précarité énergétique, simplement. Exactement, voilà. Donc, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que quand même les grandes organisations écolo, elles sont les premières à le dire, à faire le constat que effectivement les personnes les plus précaires, les personnes racisées sont les premières victimes dans le monde et puis en France, mais sans pour autant donner la parole aux personnes concernées. Ouais. Exactement. On vous donne des petites miettes ici et là. Regardez, on vous a cité là, regardez. Et d'ailleurs, je pense que moi je commence à le ressentir, c'est qu'on va devenir un peu la caution. Genre on les a invités, donc on a fait notre part. Regardez, on a fait les deux petits là qui crient, on les a fait venir. Nous du coup, on est extirpés. Alors que nous, on demande pas à être invités partout.
on demande à ce que on n'est pas les seuls à parler d'écologie. On n'est pas les seules personnes racisées à parler d'écologie. On n'est pas les premiers, on sera pas les derniers. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'on nous secoue un peu à tour de bras, genre on les a invités donc c'est bon. Eux on les invite donc c'est fini. Nous, on veut un changement radical dans la façon de gérer l'écologie et d'en parler et de lutter en fait. Ça nous intéresse pas de faire de l'écologie de blanc. Et puis, de temps en temps, on va prendre les petits, on les met là. Regardez, la semaine dernière, Non, on veut que la façon de gérer ça soit complètement différente. Que l'angle change. Que ce soit plus l'européen centré qui, moi, dans 50 ans, c'est « Ah, punaise, en fait, nous, depuis le début, on essaie d'expliquer des trucs, mais on oppresse des gens qui vivent eux-mêmes les conséquences de ce racisme environnemental et du réchauffement climatique et tout ce qui va avec, quoi. » Et du coup, c'est tous ces constats-là qui ont motivé le projet de reportage. Ouais. Donc, le reportage qui s'appelle « Décolonisons l'écologie ». Est-ce que vous pouvez pitcher? Pitcher. Alors, c'est un reportage, on est vraiment indépendant, qui a été réalisé en financement participatif, qui a été réalisé donc en Martinique, au cœur des luttes sociales et écologistes qui existent depuis bien longtemps en Martinique et qui sont absolument inconnus de la France hexagonale, qui tient un discours que les personnes racisées ne s'intéressent pas à l'écologie. Non mais franchement, des noirs à l'écologie, mais non, c'est nous qui devons leur apprendre. Absolument pas. Déjà, on parlait... Malcolm Ferdinand, dans son livre, parle d'écologie marronne, c'est-à-dire que les esclaves, lorsqu'ils marronnaient et fuyaient les plantations, cherchaient à retrouver une autonomie alimentaire, etc. Donc c'est pas un truc qui a été inventé en Occident, quoi. Donc ce reportage-là, on y voit des militants, des chercheurs, des chercheuses, des avocates, des avocats, des familles qui luttent pour récupérer des terres que les béquiers leur ont volées. Les béquiers, c'est les descendants des colons. Les premiers colons esclavagistes de Martinique et de Guadeloupe. Bien en place, bien riches. Qui ont le monopole économique et politique de nos îles, quoi. Et vous focalisez beaucoup sur le chlordécone ou pas tant? Alors, il y a plusieurs choses qu'on aborde, à la fois la problématique de la pollution des terres et des corps, entre autres le chlordécone, mais il y a un cocktail de pesticides qui a été utilisé dans les Antilles françaises, encore le glyphosate aujourd'hui, mais bien d'autres, qui engendrent ces maladies, ces pollutions, mais vraiment le chlordécone en fait largement partie. On y aborde également les luttes qui sont menées, les luttes qui ont commencé, enfin des luttes bien anciennes, mais notamment dans les années 80, 70, avec une vague de mouvements indépendantistes à cette époque-là. Les luttes d'aujourd'hui également, qu'elles soient décoloniales ou écologistes, ou les deux. Donc voilà, c'est... Très bien pitché. C'est vrai. Très bien pitché. Et sur le chlordécone en particulier, est-ce que vous pouvez réexpliquer c'est quoi le chlordécone, c'est quoi le scandale et pourquoi on n'en parle pas? Alors, le chlordécone, c'est un pesticide organochloré, en fait, qui a été épandu dans les Antilles françaises de 72 à 93, si je dis pas de bêtises. Faut savoir que ce pesticide-là a été interdit en 76 aux États-Unis, voyant que c'était un drame écologique et sanitaire, quoi. Nous, on a mis 20 ans après, parce que bon, on avait des choses à faire, planter des bananes. Et donc, c'est utilisé pour lutter contre le charançon. Dans les plants de bananes. Et à cette époque-là, donc, il a été déversé sur énormément de terres en Martinique et en Guadeloupe. Les ouvriers et les ouvrières agricoles qui l'utilisaient le faisaient sans protection, en fait, parfois à main nue. Ils se retrouvent avec des pathologies très très graves, voire irréversibles aujourd'hui. Et mal payés, voire pas payés. C'est ça, parce que évidemment, c'est des ouvriers non déclarés. Donc aujourd'hui, ils ont des très petites retraites, donc ils n'ont pas les moyens de se soigner face à des pathologies de cancer, d'endométriose. Ça engendre aussi la prématurité. Ça se transmet de la mère à l'enfant via le cordon ombilical, donc c'est quelque chose qui est voilà. Et ça reste, c'est une très forte rémanence. Ça reste presque 700 ans, pardon, dans les terres agricoles. Parfois des terres qui sont non agricoles parce qu'avec la pluie ça ruisselle. Enfin voilà, toute la Martinique est polluée au chlordécone, quoi. Il y a, c'est quoi, il y a pas 90% des Martiniquais qui sont contaminés? 92% des Martiniquais et 95% des Guadeloupéens qui ont du chlordécone dans le sang. Enfin, j'ai jamais vu c'est 100%, quoi, on va pas se mentir. 100% des habitants ont du chlordécone dans le sang. C'est juste, c'est un drame, en fait. Donc, les solutions, on les connaît pas forcément. Il y en a certainement, mais
faut-il encore les financer? Et pour les financer, il faudrait qu'un jour la justice décide qu'il y ait des coupables. C'est qu'elle ne fait pas. Où est la justice de ce pays? On se le demande encore. On les connaît, les responsables. Les archives, on les a. On sait qui l'a utilisé. On sait qui a donné les autorisations. On sait qui a donné les dérogations. Il y a une première interdiction en 90. On sait que ça continue jusqu'en 93. Et aujourd'hui, personne n'a été rendu responsable de ce crime. Et donc on attend, c'est aussi des réparations qu'on attend, quoi. Comment on peut expliquer qu'on en parle si peu? Le déni de la France, c'est de son histoire coloniale, son C'est racisme. loin. Ouais, c'est loin, c'était il y a longtemps, c'était avant, c'est invisibilisé. Et puis, c'est des populations noires, en fait. Donc, à un moment donné, il a le cœur du truc, c'est... regardons les médias français, qui sont les personnes noires qui prennent la parole. Alors, déjà, qui prennent la parole, deux, qui puissent parler de ces sujets-là. Aujourd'hui, quand on parle du chlordécone, le peu de fois où il y a eu des micro-reportages sur le chlordécone, on parle pas de l'histoire coloniale. On parle effectivement, il y a un pesticide, ça pollue, il rend les gens malades, mais on sait pas pourquoi, en fait. Mais c'est parce que la France n'a jamais décolonisé ces territoires-là. C'est parce qu'on a fait de ces territoires des plantations. Ouais, des plantations à ciel ouvert, des laboratoires, on verra bien ce que ça donne et tout. On n'a pas ils ont pas la parole, c'est facile de les invisibiliser, donc hop, on fait ce qu'on veut en gros. C'est ça. On n'a pas utilisé le chlordécone en Bretagne, non. On l'a fait en Martinique et en Guadeloupe, on le sait très bien pourquoi. Ouais. Et puis c'est surcolonisé, donc c'est pas du passé en fait. Ouais. C'est un peu comme on nous disait à un moment on avait fait un podcast comme ça, on nous disait mais pourquoi la guerre mondiale, les guerres mondiales, on en parle, on en reparle, machin et tout, et pas l'histoire de la colonisation. Mais parce que c'est pas du passé, c'est pas de l'histoire, c'est du présent, c'est du aujourd'hui, c'est du demain, c'est du tout de suite. Et d'ailleurs pendant le confinement, j'ai cru comprendre qu'aux Antilles ça avait été particulièrement compliqué à cause de la gestion de l'eau notamment. Ouais. Et donc on voit bien quand même qu'il y a deux poids deux mesures sur la gestion sanitaire de la crise, quoi. Quand c'est loin. Clairement, c'est une gestion différentielle de ces territoires. C'est un sous-territoire en fait. C'est un sous-territoire. On nous a fait croire qu'avec la départementalisation, on allait acquérir les mêmes droits. Force est de constater que non. C'est Aimé Césaire qui disait ça, il a été un des porteurs du projet de départementalisation. Aimé Césaire, il l'a dit, je me suis trompé, voire je me suis fait tromper. On m'a fait croire que on allait devenir des citoyens à part entière. Force est de constater qu'on est des citoyens entièrement à part, en fait. Et aujourd'hui, ça se transmet. Enfin, on voit le taux de chômage, il est plus élevé. On a le record en Martinique, le record du taux de cancer de la prostate au monde. On a des inégalités d'accès aux services publics. Une répression policière qui est une répression coloniale. Enfin, c'est une justice coloniale. Enfin, rien n'est pareil. Rien n'est pareil. Donc, français, non, sur le papier, ouais, mais dans les droits, pas du tout, quoi. Avec les militants que vous avez pu rencontrer là-bas et les combats qui sont menés, est-ce que vous voyez des pistes d'amélioration ou de changement ou de révolution? Moi, il y a un moment dans le reportage un tournage qu'on a vu dans le reportage qui m'a beaucoup ému et beaucoup appris. C'est quand on a filmé avec des anciens, enfin, ils sont toujours révolutionnaires, avec des militants révolutionnaires des années 70-80, qui, comment dire, on n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'ils ont mené des luttes que on ne mènera peut-être jamais. Et sans téléphone. Sans téléphone, sans internet, voilà. Ils ont mené des actions qui ont traduit des effets concrets, quoi. Aujourd'hui, dans le mouvement écologiste et décolonial français ou ultramar, on n'en est pas là. On n'est pas à faire ce qu'ils ont eux déjà fait. Et on a beaucoup à apprendre d'eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'en suis à me dire, arrêtons d'être en réaction à ce que fait ce gouvernement-là. C'est-à-dire, quand on est en réaction, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui définit l'agenda politique, et nous, on est toujours là, ils ont fait ça, faut qu'on réagisse, faut qu'on fasse une action, c'est énormément chronophage, et on est prévisible, en fait. Le gouvernement, quand il nomme Darmanin ministre de l'Intérieur, bon, il sait que derrière, ça va gueuler, quoi. Et donc, l'idée, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est créer des doubles pouvoirs. C'est-à-dire être dans des situations où, sur telle thématique, se soigner, se loger, se manger, voilà, on n'a plus besoin... j'ai dit se manger, se nourrir, pardon.
on n'a plus besoin d'avoir affaire à l'État ou au système capitaliste, agroalimentaire, etc. Machin. Donc vraiment des espaces où on fait sans. C'est-à-dire pouvoir se nourrir, là c'est ce qu'on essaye de faire par exemple en ce moment, trouver des terres agricoles pour pouvoir se nourrir sans les circuits de l'industrie agroalimentaire, des supermarchés, etc. Et sans que les gens aient à payer aussi. Et sans que les gens aient à payer, exactement. C'est ce que faisaient les Black Panthers par exemple pour les soins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, force est de constater que le système américain ne soignait pas les personnes noires, voire les malades, mais ils se sont dit, en fait, faut qu'on soigne par nous-mêmes. Donc ils sont auto-formés sur des dépistages de maladies, sur des vaccins, sur ce genre de choses, et pour les transmettre et les faire dans la communauté, dans certains quartiers et tout. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu de ça, d'essayer de faire sans l'État, d'aller le concurrencer sur ses propres prérogatives. Genre, on n'a plus besoin de toi. Donc demain, si tu tombes, c'est pas grave, on sait faire sans toi. Tu vois. Ça prend du temps, forcément. Et aujourd'hui, c'est des espaces qui sont partiels et délimités. Mais ça se construit, ça s'en va. Quand il y a des initiatives comme ça qui fonctionnent bien, en général, elles sont bien massivement réprimées aussi. Clairement, mais Donc c'est quoi de toute façon, on est réprimé, on manif. Oui, bien sûr, mais voilà, je pense à la ZAD ou d'autres, la ZAD de Notre-Dame ou d'autres où on voit bien que dès qu'il y a une alternative qui donne un espoir d'autre chose, c'est le retour de bâton est ultra violent, quoi. Je pense qu'on est ce gouvernement, en tout cas actuellement, prend de sérieuses dérives fascistes, clairement. Alors un gouvernement ne dira jamais qu'il est fasciste, hein, mais il va criminaliser ceux qui luttent contre lui. Et c'est ce qu'il fait, quoi. On le voit, depuis les Gilets jaunes, aujourd'hui on a une loi sur les séparatismes, ça s'accélère, quoi. On reste docile aujourd'hui, clairement, donc, grossièrement on reste docile, mais à un moment donné il va falloir se dire est-ce que c'est vraiment ce choix-là qu'il faut faire ? Est-ce qu'on est prêt à accepter ça plus longtemps ? Sachant que c'est toujours les mêmes qui ont payé les pots cassés. Je pense qu'il est... ce que j'essaye de faire, mais il est temps de s'organiser sérieusement, quoi. Avant qu'on se dise « Ah, mais putain, ouais, on le savait il y a 10 ans. Ah ouais, mais là, ça devient grave. » Est-ce que vous avez l'impression que il y a une sorte quand même de prise de conscience sur le fait que les différentes luttes anticapitalistes, écologistes, féministes, antiracistes sont liées les unes les autres sur cette notion d'intersectionnalité? Moi je suis pessimiste. Alors moi j'ai pas l'impression. Par contre, le mot intersection, alors qu'est-ce qu'on l'entend pour tout et pour rien? Le mot inclusivité, on l'entend pour tout et pour rien, mais on peut donner l'exemple on est parti sur une ZAD à un moment pour trouver des terres justement, donc on en cherchait et on arrive, il y a une conférence, donc on écoute. Tu veux que je prenne le micro? On écoute et tout ça, et donc le mot intersectionnalité il revient, le mot inclusivité, le vivre ensemble, même la pancarte devant la ZAD, c'était un truc genre, il y avait une espèce de pancarte genre vivre ensemble, machin. On écoute une grande conférence, évidemment c'est que des blancs de entre 30 et 50 ans qui parlent, mais bon ils te disent le mot intersection, ils te disent le mot inclusivité, machin. Puis quand tu vas les voir à la fin pour parler de terre, en fait, tu utilises le mot afrodescendant et le mot qui sort de leur bouche, c'est le mot migrant ou demandeur d'emploi. Elle dit mais c'est pas du tout ça qu'on a demandé. Nous, j'ai pas compris le rap. On est resté bouche bée. On s'est regardé, on a fait. Alors il y a un problème parce qu'on n'a pas du tout utilisé ce mot. Donc moi j'ai toujours l'impression que c'est de la façade toujours. Toujours. Et sur la convergence des luttes, en fait, peut-être qu'il y a une convergence des luttes... théorique. Ouais, théorique, exactement. Mais dans les stratégies de lutte, on n'y est pas encore. Enfin, genre, il y a quand même encore une grosse scission entre les mouvements pacifistes et les mouvements qui prônent ne serait-ce que la dégradation matérielle. Pour moi, c'est pas de la violence, c'est la dégradation matérielle. Et aujourd'hui, il y a un dogme, en fait, du pacifisme qui, peu importe si c'est inefficace, il faut rester pacifique. Donc il n'y a pas des objectifs de résultats, il y a des objectifs de moyens. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et l'histoire des mouvements sociaux montre que ça s'est jamais fait avec une manifestation, quoi. Donc si c'est ça le problème, c'est que comme on est sur des mouvements, je parle pour l'écologie, qui est globalement mené par une classe moyenne sup ou bourgeoise, etc. Ils sont pas dans la nécessité de lutter. C'est-à-dire, qu'ils se trompent de stratégie ou pas, ils sont toujours au top du système, quoi. Donc
qui perdent une bataille, leur confort de vie va pas en être affecté. Ou alors dans 50 ans, 100 ans, quand il y a des gens qui sont déjà dans les luttes actuellement parce qu'ils sont dans la précarité, quoi. Et donc, permettre aux premières personnes concernées par des oppressions de définir les stratégies de lutte, ça serait déjà un pas énorme. Ça serait déjà un pas énorme pour définir des trucs qui fonctionnent, quoi. Pas faire des marches. Enfin, je dis pas que c'est pas important parfois de faire des marches pour avoir la conscience du groupe et de se galvaniser, etc. Mais c'est pas ça qui fait changer un État. C'est pas ça qui permet d'avoir de nouvelles réformes. C'est pas ça qui permet de mener à un processus pré-révolutionnaire, au moins. C'est pas, voilà. Du coup, vous espérez pas une révolution prochaine, quoi. On espère. Ou est-ce qu'on imagine? Est-ce qu'on parie sur une révolution? Ouais. Parce que on voit quand même que les contestations sociales sont. Alors, je sais pas, c'est peut-être un biais que j'ai aussi parce que ça fait pas non plus depuis que je suis petite que je m'intéresse à ça, mais j'ai l'impression que ça s'intensifie, ça pète un peu de tous les côtés. Ouais, mais mon propre avis dessus. moi je dirais que oui, ça s'intensifie, mais du coup la répression aussi, elle s'intensifie. À mesure que les gens se révoltent, les violences sont encore pires, quoi. Je pense que non, mais ça voudrait dire que si, parce que effectivement, si la répression est de plus en plus forte, ça veut dire qu'on peut être paralysé par la peur et du coup devenir paralysé parce qu'on est docile, cassé. Paralysé au sens propre ou figuré, quoi. Toi, c'est pas ton avis. Au début, j'avais ce discours-là, je me disais, franchement, ouais. On le verra pas de nos yeux, cette révolution-là. Alors on participe pour y mettre les premières briques, planter les premières graines qui germeront pour que des générations futures s'emparent de ce chemin militant et qu'il aboutisse à quelque chose, quoi. Et après je me suis dit, vas-y, je vais prendre du recul et je vais regarder les autres processus révolutionnaires qui sont passés en France, dans notre pays, etc. Et force est de constater qu'il y a un schéma qui est le même, c'est l'accélération et la fréquence des mouvements sociaux, de plus en plus rapprochés, de plus en plus de plus en plus proches, quoi. Et je trouve, en tout cas, qu'en France, on entame cette accélération de la contestation. Une contestation comme il y a eu avec les Gilets jaunes, c'était pas produit depuis très longtemps, quoi. Et donc la fréquence est de plus en plus accélérée. Forcément, les réponses du gouvernement se sont de plus en plus violentes, qu'elles soient. C'est peut-être la preuve que justement. C'est la preuve qu'ils se sentent menacés. Et donc, je ne désespère pas de voir de mon vivant un processus révolutionnaire, pas forcément abouti, mais au moins largement entamé. Et que on n'y est pas du tout encore, hein. Mais je pense que c'est la trajectoire qu'on prend. De toute façon, si c'est pas de notre vivant, on sera tous cramés après. Voilà. C'est maintenant ou jamais. Clairement. Ouais. Pour revenir sur les milieux écolos, est-ce que vous avez quand même des pistes pour que ça évolue, ça devienne plus inclusif, je mets des guillemets, ou vous avez en fait laissé tomber cette porte-là et fait votre truc à côté? Des pistes ou des techniques, c'est-à-dire? En fait, à la base, nous, on a fait notre taf, c'est-à-dire qu'on l'a mis en lumière le problème, mais je pense que maintenant, la piste, c'est de les laisser s'éteindre gentiment et puis d'organiser nos trucs, en fait. De faire en sorte que, en fait, on va juste les ignorer, je pense, maintenant. Ceux qui ont compris, tant mieux, ils prennent le train, et ceux qui n'ont pas compris, bye, en fait. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que la majorité des gens, pas ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mais ceux qui suivent, se disent, ah ouais, il y a un problème. Qu'ils fassent le tri, et qu'en fait, soit les gens, ils suivent, et tant mieux, et soit les gens, ils suivent pas, et au revoir. Ça, en fait, on a des choses à dire, quoi, mais on va pas perdre notre temps à aller décoloniser des mouvements écologistes qui se sont construits sans nous, à la base. En fait, ils ont fait sans nous, donc vous avez fait ce choix-là. Vous avez fait de la merde, mais vous avez fait ce choix-là. Maintenant, on n'est pas là pour réparer vos merdes. Nous, notre enjeu, c'est de créer du coup des mouvements qui nous ressemblent, en fait. Des mouvements où on est en sécurité, où on peut aborder les sujets qui nous concernent. Et c'est ça notre enjeu. Puis c'est épuisant en plus de devoir faire instruire sur les sujets aussi du féminisme, de passer son temps à débattre, essayer de faire comprendre aux gens des trucs qui pourraient, en fait, la matière elle est là, donc ils peuvent faire le chemin eux-mêmes. En fait, on l'a fait une fois, et puis maintenant, on s'impose, quoi, c'est tout. On l'a prévenu, on a dit, c'est ça qu'il faut pas faire, c'est plutôt ça qu'il faut faire. On vous le dit publiquement. Maintenant, nous, on s'impose.
c'est tout. Après, c'est vraiment parfois on voit certains mouvements, certaines organisations où c'est vraiment de surface. Ouais. On se positionne sur l'écologie décoloniale parce que bon, si on se positionne pas, ça va se voir, quoi. Donc, Ouais, moi, ça me va, ça. Si les gens, ils le font sous la pression parce qu'ils ont compris qu'il y avait pas moyen de faire autrement, moi, ça me dérange pas. Après, dans le fond, ça va pas plus Ouais, mais loin, je les c'est ça, le calcule truc. pas. Enfin, je veux dire, je vais pas faire ami avec eux. Mais si les gens, ils changent parce qu'ils ont compris que c'était comme ça qu'il fallait faire et que de toute façon, c'était la façon de faire, moi, ça me dérange pas. Et sur l'écologie au quotidien, enfin dans votre vie, est-ce que vous pensez que il y a une façon de consommer de façon écolo? Être pauvre? Ouais. Bah, moi, en vrai, je critique les éco-gestes, mais c'est un truc que je fais. Je sais que je fais attention dans mon quotidien. Il y a plein de trucs que je boycotte au quotidien. Il y a plein de trucs que j'achète pas. Ne serait-ce que par éthique, en fait, déjà à la base. C'est-à-dire que je critique les éco-gestes, etc. Mais dans mon quotidien, c'est présent. Mais c'est plus. Si on peut les faire, c'est la moindre des choses à faire. Bah oui, c'est ça. Mais parce qu'en réalité, ce que je disais, les éco-gestes, c'est pas des éco-gestes, c'est faire des économies. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je prenais que je parlais des éco-gestes, en fait, je disais toujours aux gens, mais en fait, un éco-geste qui est pas rentable, c'est pas un éco-geste, c'est juste de la perte d'argent. Et c'est indissociable. Si tu fais des économies, tu fais de l'écologie. Si tu fais de l'écologie, t'es censé faire des économies. Donc la réalité, c'est arrêter d'acheter des trucs inutiles, faites comme les gens qui galèrent, juste débrouillez-vous. C'est tout, c'est de la débrouille en fait. Donc oui, ça fait partie du quotidien, mais pas parce que c'est de l'écologie à la base. Mais c'est bien sûr. C'est ça, et puis il y a une différence entre se les appliquer à soi-même quand on peut, Ouais. quand on a les moyens, le temps disponible de le faire. Enfin, être vegan, c'est bien beau, mais il faut avoir le temps de cuisiner, il faut avoir des moyens aussi, et donc moi aussi, j'en pratique des éco-gestes. Par contre, je vais pas jamais les ériger en solution, en fait, parce que c'en est pas, en fait, Arrêtons. Enfin, il y a vraiment des discours où si on change tous, c'est bon, ça va aller, mais non, c'est fou. Si on change tous, la Martinique, ça sera toujours une colonie. Hein. Ouais, voilà. Ah, franchement, mais ça m'intéresse pas, quoi. C'est ce qu'on disait dans le call-out, c'est que votre société de demain dans laquelle vous imaginez vos vies, elle nous inclut pas. Nous, on est toujours oppressés dans votre monde d'éco-gestes. C'est du colonialisme durable. Ouais, exactement, c'est du colonialisme durable. Ouais. Bah, c'est l'idée aussi qu'on peut avoir une France neutre en carbone en 2050, mais tout en gardant le même système Mais oui, tout pareil, quoi. de société, les mêmes exclusions, le même... Ouais. En plan de prendre de l'uranium dans les mines du Niger. Qui va dans les mines du Niger? Les Noirs. Donc, c'est clair. Ma dernière question, ma question rituelle. Face à tout ce marasme, comment vous parvenez à cultiver la joie au quotidien? Voir une psychologue. Il n'y a pas de blague. C'est une affirmation pure et dure. Je pense que prendre soin de sa santé mentale. Ouais, c'est archi important. Mais je pense qu'on le rabâche beaucoup en mode oui, prends soin de sa santé mentale. Quand mais on est militant, ça, oui, c'est important. Faut vraiment le faire. Et puis moi, je parle d'une psy, mais juste se retrouver entre nous, parler, s'exprimer, se décharger, prendre soin les uns des autres. Je pense qu'on n'a jamais été aussi bien que depuis qu'on garde plus nos pensées dans nos têtes. C'est-à-dire que on gangrénait chacun de notre côté, mais maintenant qu'on peut gangréner ensemble, du coup, on gangrène plus. On agit, on se soutient, on s'accompagne, en fait. Donc, je pense que trouver des gens qui nous ressemblent et qui sont, qui ont les mêmes idées que nous, pour s'auto-soutenir et s'auto-écouter, c'est hyper important. Donc, voilà. T'es d'accord? Non, mais je suis d'accord. Prendre soin de soi, enfin, prendre soin de nous collectivement, ensemble, je pense que c'est déjà du militantisme, en fait. Grave. Parce que si demain on est épuisé, on va servir à rien. Enfin, moi je dis ça, franchement, je suis mal placé pour le dire, clairement. Mais c'est super important, franchement. Moi, je me suis jamais senti aussi bien, on va dire. Tout est relatif, bien sûr. Depuis que je connais Annabelle et Canel, quoi. C'est le fait d'être dans l'action aussi. D'avoir des projets, de se sentir et passer beaucoup moins de temps à expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on est au même stade sur la plupart des sujets. On n'a pas besoin de s'expliquer les choses. C'est-à-dire qu'on n'en est plus au stade de s'expliquer. T'as compris. On est au stade de bon, on a tous compris. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut agir, on peut acter, quoi. C'est des moments de répit un peu quand on est ensemble. On se dit voilà, là c'est safe, quoi. On n'a pas besoin d'expliquer. Ça fait vraiment du bien. Ouais, vraiment prendre soin de soi collectivement. C'est aussi le projet des terres agricoles qu'on cherche, quoi. C'est vraiment prendre soin de nous collectivement, au sens... créer des zones safe, en fait. Ouais, voilà, créer des espaces où on sait que là, on se comprend, quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Annabelle et Jérémy pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez partager les épisodes s'ils vous ont plu et vous abonner à la newsletter sur le site présage.fr.
Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.